Alors je propose d'accueillir Laurence Auger de la Haute École Elmo qui va, elle, nous parler donc d'un dispositif de formation et donc d'évaluation où on revient dans la formation des enseignants, mais cette fois-ci plus en éducation physique comme à la province de Liège, mais plutôt en instituteur primaire, si je ne me trompe pas. Et qui va donc nous parler, Laurence, d'une situation professionnelle authentique en bloc 1, quadrimestre 1. Exactement. Voilà, donc il me revient de clôturer cette série de partage de pratiques. Évaluation donc des futurs instituteurs primaires au mois de janvier de leur première année. Voici le plan de ma présentation. Donc on va d'abord démarrer par le pourquoi nous avons saisi l'opportunité du décret paysage pour construire ce type d'évaluation. Où nous avons décidé d'emmener nos étudiants. Le quoi, c'est quelles sont les activités d'apprentissage de cette unité d'enseignement, comment nous les évaluons, et finalement, je reviendrai au pourquoi nous sommes satisfaits de la formule choisie. Alors, le pourquoi d'abord. Au départ, il y avait une insatisfaction. Ça rejoint la présentation de Natacha tout à l'heure. Les étudiants compartimentent, font des tiroirs, saucissonnent les cours, ne font pas de lien. Et on avait une insatisfaction notamment par rapport au stage. On avait l'impression que les étudiants ne mettaient pas du tout en pratique ce qui avait été travaillé dans les différents cours. Le décret paysage nous incitait à aller vers des épreuves intégrées. Et nous nous sommes posé la question de comment grouper les cours pour trouver des recouvrements entre cours et travailler donc l'intégration et ces épreuves intégrées. Et il est vite apparu qu'il y avait des recouvrements possibles, de nombreux recouvrements possibles, mais une insatisfaction de se dire, tiens, si on évalue par l'épreuve intégrée, je dois laisser tomber toute une partie de matière et je ne suis pas d'accord. Et donc des soucis finalement qui augmenteraient le nombre d'évaluations, puisqu'on garderait l'évaluation du cours A, du cours B, et puis en plus une épreuve intégrée, et ça nous n'en voulions vraiment pas. Donc on s'est reposé la question de quel objectif voulons-nous atteindre avec nos étudiants, et on a recentré ça sur les compétences professionnelles à développer. Et on s'est dit, en fin de première, mais on voudrait que les étudiants aient eu un contact avec le métier qui soit satisfaisant pour eux. Et donc, on s'est dit, on va miser tout sur le contact rapide avec le métier. Ça pourrait augmenter la motivation des étudiants, puisqu'on travaillerait les liens directement dans tous les cours, dans beaucoup de cours avec le métier. Augmenter aussi la prise de conscience de ce que peut être le métier, de découvrir déjà différentes facettes du métier, et diminuer aussi le taux d'abandon à mi-parcours ou en fin de parcours des étudiants, donc plutôt viser, si l'étudiant doit abandonner, qu'il le fasse en début de parcours. Alors, où nous avons décidé d'emmener nos étudiants, en ligne de mire, c'est le stage en fin de première année, le stage au terme du bloc 1. On voulait que ce stage soit vraiment actif pour les étudiants, qu'ils prennent en charge des animations, qu'ils donnent des cours dans des classes primaires en première année. Alors antérieurement, c'était déjà le cas, mais il y avait une grande insatisfaction liée à ce stage. Une bonne partie d'étudiants n'arrivaient pas assez préparés, n'avaient pas d'idées, n'arrivaient pas à appliquer ce qui avait été vu dans les ateliers de formation professionnelle. Et donc, on avait toute une partie des étudiants qui abandonnaient en cours de stage en fin d'année. Et bref, une grande insatisfaction liée à ça. Donc, on s'est dit, découpons notre année. Première étape, on va apprendre aux étudiants à animer un groupe. Deuxième étape, on va leur apprendre à préparer une leçon. Et puis, quand ils arriveront au stage en fin d'année, ils seront mieux outillés pour aborder ce stage. Donc, ça a donné 4 unités d'enseignement centrées sur la pratique professionnelle. À côté de ça, il y a d'autres unités d'enseignement centrées plutôt sur des savoirs à intégrer. Alors, la première unité se déroule en septembre-octobre. Et là, on travaille vraiment sur animer un groupe. Puis, novembre-décembre, préparer une leçon de maths et français. Avec la quadrimestrialisation, donc on a coupé cette idée de préparer une leçon et on a une deuxième partie, préparer une leçon d'éveil qui arrive en février avec des aspects didactiques un petit peu différents. Et puis alors, les étudiants ont une unité de pratique professionnelle où il y a là un stage de 2 jours et demi formatif et un stage de 5 jours certificatif alors au mois de mai comme antérieurement.
Donc ce qu'on a fait concrètement, c'est qu'on a repris toutes nos heures de stage de l'année et qu'on les a mis de manière parsemée au fil des unités. Donc ce sont les petites boules noires qui montrent les moments d'observation et puis les carrés et rectangles qui montrent les moments d'animation en classe. Alors, dans chacune des unités, on s'est posé la question de quels sont les besoins des étudiants. Et donc, pour l'unité animer un groupe, on s'est dit l'étudiant a besoin de savoir quoi animer. Et donc là, on a choisi une discipline, et c'est de l'art. Elle a besoin de savoir qui sont les enfants en face de lui. Et donc, on a choisi de glisser là un cours de psychologie. Elle a besoin de savoir comment faire. Et donc là, on s'est dit que les ateliers de formation professionnelle avec les instituteurs qui sont maîtres de formation pratique étaient tout indiqués. Mais pas simplement d'avoir des recettes. Et donc, on veut aussi qu'il sache pourquoi il fait les choses. Et donc, on a pensé qu'un cours de pédagogie était intéressant à ce stade-là. Alors, on a suivi la même logique pour toutes nos unités, donc pour préparer une leçon, etc. Ce qui fait qu'on a reconstruit toute la formation du bloc 1 en éclatant les cours. Donc, à gauche, les cours, une couleur, un cours. À droite, les unités d'enseignement. Donc, on a reséparé des cours dans diverses unités d'enseignement pour chaque fois choisir les parties de cours qui se prêtaient le mieux. Donc, par exemple, le cours de pédagogie, il y a une partie qui va aller dans l'unité animer un groupe et une partie qui va aller dans l'unité préparer une leçon. Le cours de maths, il y a une partie du cours de maths qui va aller dans préparer la leçon de maths, mais une partie du cours de maths qui va dans une autre unité où on va travailler plutôt les savoirs et la didactique. Voilà donc comment on a reconstruit tout le programme. Et donc concrètement, dans cette unité, le quoi maintenant, dans cette unité animer un groupe, voilà un petit peu les diverses activités d'apprentissage qui s'y trouvent. Donc il y a des activités centrées plutôt sur de la théorie, en psycho, un travail de psychologie de la relation et de la communication, et donc on travaille sur ces aspects-là. En art, le choix qui a été fait par le professeur de développement artistique, c'est de travailler sur un artiste. Voilà, ça dépend un peu des années, ça change, c'est pas toujours le même. Donc il étudie ses œuvres et les étudiants essayent de travailler à la manière d'eux. En pédagogie, on travaille sur la notion d'autorité et de discipline. Et puis, ce qu'on vise, c'est la pratique. Et donc, c'est ce qui est en bas. Il y a le stage-essai formatif, les heures de stage qui sont dans cette unité-là. L'étudiant va animer vraiment un groupe d'enfants avec une discipline artistique. Et alors, ce qui fait l'interface entre la théorie et cette pratique, ce sont tous les cours d'ateliers de formation professionnelle, les AFP, qui sont donnés d'une part, ce qui est à gauche de l'écran, par les pédagogues. Et donc là, on travaille avec les étudiants à partir de situations d'animation par les pairs, à essayer de déterminer les critères qui font une animation de qualité. Donc, à partir de ce qui est vécu, mais en lien aussi avec ce qui a été vu dans les cours théoriques, on détermine une série de critères. Donc, comme par exemple prévoir l'utilisation de l'espace, prévoir son matériel, donner des consignes claires, annoncer l'objectif. Voilà, ce genre de critères sont construits petit à petit au fil des ateliers de formation professionnelle qui durent 3-4 semaines, puisque c'est assez vite qu'ils vont aller dans une classe primaire. Et parallèlement, autre atelier de formation professionnelle avec les instituteurs primaires, où là, les étudiants testent la technique qu'ils voudraient utiliser avec les enfants en stage et préparent l'activité. Donc, ils sont fortement accompagnés par les instituteurs. Ils préparent vraiment le déroulement de l'activité. Donc, voilà, après l'essai formatif, il y aura encore un AFP centré sur le débriefing de l'activité, comment elle s'est passée, etc. Donc, un retour plus méta sur ce qui a eu lieu. Ça nécessite évidemment pas mal d'organisation pour les enseignants. Il faut que certains cours tombent avant certains autres. Ça a déjà été évoqué par mes collègues tout à l'heure. Et donc, côté prof, on a une espèce de planning avec 3 heures de ceci avant ça, avant cette séance-là. Et les horaires sont construits en fonction. Donc, on a une grande liberté des horaires. Tout à l'heure, on a parlé de la semaine intégrative qui fonctionnait selon un horaire différent. Chez nous, on fonctionne toute l'année avec un horaire variable parce que les horaires sont construits en fonction des besoins de toutes ces unités intégrées. Alors, comment nous évaluons ? Nous sommes posé des questions. Comment va-t-on évaluer ? Est-ce qu'on évalue dans l'action ? Est-ce qu'on évalue plutôt les concepts qui sont liés aux actions ? Ou est-ce qu'on évalue un discours sur l'action, la réflexivité, la réflexion sur l'action ?
Après de grandes discussions, beaucoup d'échanges dans cette équipe, nous avons choisi d'évaluer dans l'action. Mais nous avons aussi établi une série de principes qui devaient guider notre évaluation. Donc le dernier principe, c'est d'évaluer dans l'action, je l'ai déjà dit. Mais le premier, c'était d'abord de n'avoir qu'une seule évaluation. Donc nous ne voulions pas avoir une évaluation intégrée, plus encore d'autres évaluations sur le côté. Donc une seule évaluation pour l'unité. Deuxième principe, c'est que nous avons renoncé à tout évaluer. Donc on s'est dit, les étudiants vont prendre ce qu'ils peuvent prendre et tant pis pour ce qu'ils n'auront pas retenu, acquis, compris. Ils viennent au cours, voilà, en psycho, en pédagogie, on apprend des choses. Et puis, ce qui peut être utile, ben, tant mieux. Et si ça ne l'est pas utile à ce moment-là, ben, tant pis. On espère qu'ils auront les ressources pour un moment où ça pourra leur être utile plus tard. Et troisième principe, c'est de dissocier le temps d'apprentissage et le temps d'évaluation. Donc pour nous, il n'était pas question que l'évaluation ait lieu pendant le stage essai, qui lui est vraiment, fait vraiment partie intégrante de l'apprentissage. Donc c'est une évaluation formative et on voulait absolument que l'évaluation se passe à un autre moment. Donc on s'est dit, il faut que nos étudiants retournent face à des enfants. C'était assez inconcevable en termes de contraintes, on n'avait pas la possibilité d'aller les observer, d'aller voir ce qu'ils faisaient concrètement. Donc depuis, chez nous, il y a un dicton qui dit que si l'étudiant ne va pas dans la classe primaire, c'est la classe primaire qui vient à l'étudiant. Et c'est ce que nous avons choisi comme formule d'évaluation. Ça se passe en janvier, un jour d'examen. 3 classes primaires viennent chez nous, à l'école normale. La première avant la récréation, la deuxième entre la récréation et le temps de midi, la troisième début d'après-midi, pour respecter les horaires d'école primaire aussi. Et donc les élèves, les classes arrivent. Nous partageons les élèves en plusieurs petits groupes, des groupes de 5 à 6 enfants, qui sont animés par un groupe de 3 à 4 étudiants. Alors on s'est dit, bah tiens, si 3 à 4 étudiants animent un groupe de 5 à 6 enfants, on n'est plus vraiment dans une animation de groupe. Donc les étudiants passent chacun à leur tour dans cette animation. Et donc l'animation dure 20 à 30 minutes et chaque étudiant anime 5 à 8 minutes. Donc c'est assez court. Ça rejoint un peu le temps des écosses de tout à l'heure. Voilà, c'est une animation assez courte. Les étudiants ont préparé cette animation ensemble. Ils se sont mis d'accord sur le déroulement global et c'est au moment de l'examen qu'il y a un tirage au sort pour savoir lequel démarre, lequel continue. Donc chaque étudiant doit être prêt à animer le tout. Donc il y a 4 jurys qui fonctionnent en parallèle, des jurys qui sont mixtes, on a cherché une certaine complémentarité dans les jurys, donc pas de profs d'art ensemble ou de profs de pédagogie ensemble. Voilà, il y a une complémentarité. Et bien, je crois que j'ai tout dit sur les modalités pratiques. Alors concrètement, comment évalue-t-on ? On repart de la grille qui a été construite pendant les cours, qui a été utilisée en auto-évaluation par l'étudiant lors de son stage essai et qui a été utilisée aussi en évaluation par le maître de stage qui l'a accueilli à ce moment-là. Donc c'est une grille qui est relativement bien connue. Elle a fait l'objet, enfin dans le débriefing, elle a été réutilisée aussi. Et donc le jury se sert de cette grille pour prendre des indices, des indicateurs, donc pour aller recueillir de l'information, pour pouvoir poser son jugement sur les 3 acquis d'apprentissage de l'unité. Donc on a 3 acquis d'apprentissage qui doivent être atteints. Le premier concerne plutôt l'art, donc c'est est-ce que l'activité répond aux critères de développement artistique, est-ce que c'est pas juste une activité de bricolage ou d'occupation. Donc on tient à ce que ce soit une animation dans le cadre de l'enseignement. Le deuxième critère est centré plutôt sur la relation et la communication entre l'étudiant et les élèves qui sont devant lui. Le troisième acquis d'apprentissage, c'est la manière dont l'étudiant va solliciter la participation des enfants, les impliquer dans la tâche et maximaliser leur temps d'apprentissage et le temps d'application dans la tâche. Donc voilà, cette grille nous permet de nous positionner sur les 3 acquis d'apprentissage. Et puis la note, nous l'établissons comme suit. Il y a un seuil minimal pour notre réussite, c'est que les 3 acquis d'apprentissage soient validés au moins à un niveau minimal. S'il y a un acquis d'apprentissage qui n'est pas validé à ce niveau minimal, la note sera inférieure à 10 sur 20. Et alors, elle peut monter, être supérieure à 10 sur 20 si on dépasse le niveau minimal attendu pour chacun des acquis d'apprentissage.
Voilà, donc pourquoi nous sommes relativement satisfaits de la formule? Outre le fait que finalement on voit que les étudiants sont maintenant nettement mieux préparés pour le stage de mai, on a beaucoup moins de problèmes au stage de mai, on a décidé de garder cette formule parce qu'elle répond à certains critères. Le premier, c'est que nous la trouvons pertinente. On s'est beaucoup posé la question de 6 enfants, est-ce que c'est pas trop peu? Ça correspond pas tout à fait à un groupe classe. Puis on s'est dit c'est un début de formation, s'il peut déjà gérer 6 enfants, c'est déjà bien à ce stade-ci. 5 minutes, dans le pire des cas, 7, 8 dans les autres, c'est quand même vraiment court. Et à l'usage, on se rend compte que c'est suffisant pour nous permettre de prendre assez d'indices pour nous positionner. Alors nous la trouvons cohérente, il y a une cohérence entre les objectifs poursuivis, la méthode utilisée et l'évaluation. Est-elle valide? En tout cas, elle nous permet de nous positionner sur les 3 acquis d'apprentissage. Elle reste subjective, évidemment, mais le fait qu'on soit 2 membres du jury permet de diminuer cette subjectivité. La question de la fidélité, on l'a très peu creusée. On a une assez grande concordance entre juges, mais c'est tout ce qu'on a creusé par rapport à ça. Donc on n'a pas de statistiques sur est-ce que les étudiants qui ont bien réussi leur stage-essai sont ceux qui réussissent bien leur évaluation de janvier, par exemple. On n'a pas d'informations à ce niveau-là. Et est-elle équitable? Mais finalement, on estime que oui. C'était une grande question aussi, puisque tous les étudiants ne font pas la même chose dans l'animation. Certains vont donner des consignes au début de l'activité, d'autres vont clôturer l'activité, d'autres sont dans l'autre deux. Ils n'ont pas tous la même tâche à effectuer. Mais nous considérons qu'elle est équitable, puisque ce sont les 3 mêmes acquis d'apprentissage qui sont évalués pour chacun des étudiants. Voilà, je vous remercie. Est-ce qu'il y a à nouveau, réactions, questions par rapport au dispositif? Oui. C'est vraiment très intéressant. Merci. Et je me posais la question, dans la version évaluation, Oui. l'activité que les étudiants doivent présenter a-t-elle été suivie précédemment? Quelle est leur part Non. à eux? Elle Je veux dire au niveau de la création de l'activité, au niveau de la préparation. Non, elle n'a pas été suivie. L'enseignant qui donne le cours de développement artistique et d'art plastique plus précisément donne quelques repères. Il répond parfois aux questions d'étudiants, des questions dans les grandes lignes du genre tiens, si on propose telle activité, est-ce que vous pensez que ça peut convenir? Voilà, là, ils valident ou pas, mais ils ne regardent pas leur déroulement, leur préparation. Ça, non, ça ne s'est pas suivi à ce niveau-là. Normalement, ça a été travaillé dans la première partie de l'année. Et il s'agit d'une nouvelle application dans un nouveau contexte pour les étudiants. Ils peuvent la préparer chez eux, donc on n'a pas un contrôle total sur les variables. Non. Oui, ok, ça va, merci. Voilà. C'est un problème récurrent. Donc, toutes les disciplines qui sont en fait concernées sont évaluées parallèlement. Non. La pédagogie, il n'y a plus aucune évaluation. On a supprimé toutes les évaluations théoriques. On a décidé de favoriser le développement des compétences professionnelles. Par contre, généralement, les disciplines qui sont à enseigner à l'école primaire, donc comme l'art plastique, les maths, le français, etc., celles-là sont évaluées parallèlement parce que dans notre grille horaire qui est imposée, il y a énormément d'heures de ces disciplines et c'était impossible de faire entrer tous les contenus de ces disciplines dans des liens avec le terrain, en fait. Je ne sais pas si... On a parlé intégratif avec les étudiants. Oui. On a des échecs, me semble-t-il, de notre méthode. Et comment l'impression que vous faites, c'est de voir qu'en fait, on est là plusieurs enseignants à interroger et on retombe sur nos interrogations, nos évaluations disciplinaires. Bon, c'est autre chose, c'est l'intégration qu'il faut essayer de la compétence plus complexe qu'il faut essayer d'évaluer, qui à mon avis ressort plus dans... C'est le choix qu'on a fait. Maintenant, il faut être honnête, il y a une perte en termes de concepts maîtrisés par l'étudiant. Donc l'étudiant va retenir ce qui l'intéresse dans les concepts qui ont été donnés au cours. Après, il le fait, mais il ne sait plus pourquoi il le fait. On voit bien qu'il y a une perte au niveau conceptuel. Il y a un gain au niveau de la pratique professionnelle. Mais on a perdu sur un autre aspect. Les étudiants qui sont en deuxième, dans le bloc 2, on voit bien que tout n'est pas acquis. Maintenant, ça ne l'était pas avant non plus. Ils étudiaient pour le jour de l'examen, ils oubliaient le lendemain. Donc,
vous n'avez jamais pensé à avoir une évaluation par les élèves qui venaient en fait? Non, mais c'est une piste vraiment intéressante. On recueille les réactions des élèves, mais on n'intègre pas ça à notre évaluation. Mais l'année passée, on a eu vraiment un gros souci avec, ici en janvier, un groupe qui n'avait vraiment pas bien préparé son animation. Au lieu de durer 20 à 30 minutes, elle a duré 7 minutes. Le deuxième étudiant n'avait plus rien à faire et puis ils ont dit que c'était fini. Enfin, ça s'est vraiment très mal passé. Les élèves étaient déçus. Les élèves venaient pour avoir 3 activités à la suite d'animation artistique. Donc, ils étaient fort contents de venir. Ils repartent souvent avec une production. Là, ils étaient vraiment déçus de ce qu'ils avaient vécu. Donc, ça a donné un retour aussi aux étudiants de voir la déception des élèves. Mais on ne les intègre pas dans notre processus d'évaluation. Oui, voilà. Justement, par rapport j'ai bien compris, il y a un groupe d'étudiants qui prépare alors un projet qui présente l'activité devant la classe. Est-ce qu'il y a une brebis galeuse dans le groupe? Est-ce que ça ne va pas influencer, j'imagine par exemple le premier étudiant et la brebis galeuse, est-ce qu'elle ne risque pas d'influencer les résultats des 3 autres? Si. Parce qu'il a mis mal en place et la classe est peut-être dissipée et, Oui. voilà, et il faut rattraper derrière. Oui, c'est en effet, ça arrive. Alors généralement, ça influence, mais ça ne va pas mettre en péril la réussite des autres. Mais sans doute que peut-être ils n'iront pas vers une cote élevée pour l'unité parce qu'il y a eu un problème, les consignes ont été mal données au départ. Donc c'est le deuxième qui doit un peu rattraper la sauce. Donc on essaye de ne pas faire peser l'impact sur les autres étudiants dans notre évaluation. Mais parfois ça a tellement mal démarré que le suivant ne s'est pas bien récupéré. Oui, voilà, oui, c'est un problème. Non, c'est une cote individuelle. Disons que l'acquis d'apprentissage qui est centré plutôt sur la qualité de l'activité en termes de développement artistique, ça c'est plutôt évalué de la même manière pour tout le groupe puisque c'est l'activité qui est proposée qui est évaluée. Par contre, les 2 autres acquis d'apprentissage, celui centré sur la relation et la communication et celui centré sur la manière d'impliquer les enfants, ceux-là sont vraiment évaluables individuellement. Donc voilà, c'est une cote individuelle. Oui, donc il y a des groupes dans lesquels certains étudiants réussissent et d'autres pas du tout. D'autres réactions, interrogations? Non? Okay. Merci. À défaut de monter les couloirs des amphis comme... Voilà. J'ai le souvenir de, comme certainement beaucoup d'entre vous, j'ai le souvenir de Dieudonné Leclerc qui courait en montant les amphis. Bon, moi je les descends. Chacun son truc. Voilà, donc par rapport au déroulement de la suite de la matinée, donc, on avance dans les étapes. D'ailleurs, je pense qu'on n'est plus qu'à une petite demi-heure de retard. Alors, je profite d'avoir le micro comme ça pour déjà, au nom du groupe porteur et de la commission, nous excuser par rapport aux équipes qui ont produit des vidéos, notamment au niveau de la Haute École Robert Schuman et Elmo, ces fameuses vidéos qui peuvent illustrer des pratiques qui seront en ligne sur la plateforme, mais voilà, le temps étant compté, si la commission ne veut pas que l'AFSCA lui tombe dessus par rapport au walking dinner, il vaut mieux avancer. Alors moi, en ce qui me concerne, je vais encore simplement vous présenter peut-être oralement uniquement, je n'ai pas de support visuel pour ça, mais une brève synthèse peut-être des éléments saillants, je pense, des interventions de cette matinée. Alors, je pense que dans les 4 communications qu'on a eues, il y a eu des dispositifs effectivement ou des outils, mais qui sont caractérisés par les éléments suivants. Le premier, c'est effectivement la référence à des acquis d'apprentissage clairs, contrairement à ce que j'ai pu énoncer ce matin avec la tendance de l'étude Prades, où on voit ici beaucoup plus clairement effectivement qu'il y a une conscientisation effectivement des visées d'apprentissage qui sont mesurées à travers les évaluations. Donc voilà, c'est pas improvisé quoi finalement, et on sait ce à quoi les évaluations sont censées répondre.
Il y a également, deuxième caractéristique, à minima une réflexion, voire une mise en œuvre concrète d'un processus qualité par rapport à ces évaluations-là. On en a eu plusieurs critères, en tout cas plusieurs éléments qualitatifs par rapport notamment au logiciel Score qui nous ont été représentés, avec la présence de critères, mais pas seulement. Accompagnant ces critères, il y avait les échelles descriptives, les niveaux de maîtrise. Il y avait également la notion de fidélité. Vinciane Cray a parlé de la notion de fidélité intracorrecteur. Donc effectivement, le fait que si on corrige la même copie à 2 temps différents, on va avoir des points similaires. La concordance, effectivement, je l'ai dit, avec les objectifs visés qui sont identifiés dans les dispositifs présentés et à d'autres égards, et peut-être plus rarement, mais des feedbacks qui sont proposés aux étudiants. Donc il y a vraiment des éléments intéressants par rapport à la démarche qualitative de l'évaluation. Ensuite, troisième caractéristique, il y a justement cet accompagnement de l'étudiant qui est prévu, soit à travers des conditions qui sont mises en place et explicitées, soit vraiment à des temps qui sont prévus pour faire rentrer l'apprenant progressivement dans le dispositif d'évaluation. À ce propos-là, je vous renvoie vivement à Laurent Leduc par rapport à son ouvrage sur les plans de cours, où il aborde largement la question de l'explicitation de ce qui va se passer dans un cours et donc dans son évaluation. Quatrième caractéristique, la vigilance accordée à la prégnance du lien théorie-pratique. Laurence vient d'en parler dans son exposé. Il y avait effectivement cet aspect-là qui était rencontré. La cinquième, on voit également une tendance à créer des conditions d'évaluation qui font sens pour les apprenants. Je crois que la notion d'évaluation authentique, ou qui tend vers en tout cas des conditions authentiques, a été largement abordée dans les dispositifs présentés, que ce soit à travers les échos, ce qui est peut-être l'exemple le plus parlant, mais également à travers les autres dispositifs. On sent bien que la question de l'authenticité et donc de la professionnalisation, du sens, de la motivation des étudiants est vraiment prise en question, et ça constitue peut-être un des atouts clés des dispositifs d'évaluation intégrative qui nous ont été présentés ce matin. On voit d'ailleurs dans certaines caractéristiques qui ont été communiquées une augmentation de la motivation et certains indices de développement professionnel de la part des apprenants, comme par exemple l'entrée dans une démarche réflexive suite à cette évaluation. Donc il y a quelque chose vraiment de très porteur, très certainement, qui se cache derrière ces dispositifs. Dernière caractéristique importante à souligner, c'est effectivement un accroissement, et on a eu ces témoignages-là, d'une logique d'évaluation intégrée, où on voit une collaboration. On a parlé de coûts, je pense que c'est Corinne Bailly qui a parlé de coûts, effectivement, matériel, mais aussi en énergie, dans la collaboration et la synergie des équipes. Mais effectivement, je trouvais très intéressant qu'elle souligne que c'est peut-être un faible prix à payer par rapport au coût de l'échec. Donc ça, c'est peut-être un des messages forts à retenir de cette matinée. On voit que les évaluations intégrées amènent aussi à une sélection des acquis qu'on va vouloir vérifier. Effectivement, il y a la question du réalisme aussi, ou de la faisabilité de ce qu'on va vouloir mettre en place qu'il faut pouvoir prendre en compte. Et voilà, je pense que je n'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin puisque vous avez suivi les interventions de ce matin. Je retiendrai simplement que ces dispositifs d'évaluation également, au-delà des caractéristiques que je viens de rappeler, ils permettent également, évidemment, de réguler nos pratiques d'évaluation en confrontant nos pratiques, ce qu'on fait aux dispositifs et outils qui nous ont été présentés. Mais on peut effectivement aussi considérer que cette évaluation va nous permettre d'être un régulateur ou un outil de régulation de nos propres pratiques d'enseignement, puisque cette évaluation, je pense qu'aussi un des éléments qui a relié les différents dispositifs d'aujourd'hui, c'est que cette évaluation agit aussi comme une tour de contrôle, un petit peu comme un module de pilotage de nos pratiques d'enseignement. Donc il y a vraiment quelque chose d'important à retirer à ce niveau-là. Je terminerai cette petite synthèse par une phrase qui m'est revenue, que vous connaissez peut-être. Moi quand j'ai fait un régenda en sciences humaines et j'avais un professeur de géographie. J'avais pas compris ça au départ en bac 1. Enfin, je voyais pas ce qu'il voulait dire. Et il nous a dit, je pense, dans les 2 premières semaines de cours, cette phrase-ci, qui est « Dis-moi comment tu évalues, je te dirai comment tu enseignes ». Alors, certainement que vous la connaissez, et il y a des variantes qui existent, mais cette phrase-là, je pense qu'aujourd'hui, elle prend un sens particulièrement important. Et donc, cette réflexion sur l'évaluation, on va vous inviter à la mener dans vos pratiques, bien entendu, mais aussi peut-être déjà à la réinvestir dans un petit exercice qu'on va vous proposer maintenant, qui va venir clôturer la matinée. Donc c'est un exercice qu'on a intitulé exercice réflexif. Alors vous avez dans vos fardes qu'on vous a distribués ce matin, là je m'adresse aux personnes effectivement qui sont en présentiel, puisque pour les autres à distance, petite parenthèse, la matinée s'achève ici. Vous avez effectivement les gens à distance, je regarde la caméra, c'est un peu perturbant, mais voilà.
Donc les personnes qui nous ont suivis à distance, donc en pyjama ou habillés ou avec ce que vous voulez, je rappelle simplement que la matinée se termine ici, qu'il y a ces questions de renforcement par rapport aux 2 dernières communications qui ont été présentées. Une fois que vous avez répondu à ces questions de renforcement, cela libère un questionnaire de satisfaction qui nous serait vraiment très intéressant de pouvoir consulter par la suite, de manière à pouvoir prévoir l'organisation des 2 rallyes pédagogiques suivants. Voilà, donc je remercie les participants à distance pour lesquels la matinée va se clôturer à présent.